La prochaine communication est intitulée « Traitement des tumeurs primitives et secondaires du foie par ultrasons focalisés de haute intensité, présent et futur ». Elle est présentée par M. Michel Rivoire de Lyon. Il a la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je vous remercie de l'invitation qui m'a été faite. Je suis très honoré d'être ici, de connaître un bon nombre de mes mails. Et j'ai cassé le micro. Il m'a été demandé de parler de traitement des tumeurs primitives et secondaires du foie par AFE. Alors, on tombe dans un autre domaine. On tombe dans le domaine de la recherche de transfert, à mon avis, et vous verrez que les choses sont loin d'être accomplies. Je parlerai successivement de 3 points. Je vais vous expliquer ce que sont les ultrasons focalisés de haute intensité, des développements cliniques actuels qui ne sont pas les miens, mais qui sont principalement ceux des équipes asiatiques, et puis d'un projet qui est un projet personnel au Centre Lambérard et un projet français sur une équipe qui est très constituée, qui est le développement de M-Focus. Qu'est-ce qu'il faut savoir des ultrasons? Il faut savoir qu'ils se propagent dans les milieux matériels, c'est-à-dire pas dans l'air, qui sont réfléchis dès qu'il y a une interface, et donc si on veut traiter par ultrasons, il faut le moins d'interface possible, sinon on perd beaucoup de puissance, et puis ils sont atténués au cours de leur propagation. Les ultrasons, c'est ancien, c'est des prix Nobel, hein. C'est Pierre et Jacques Curie, 1880, et la première application technique, c'est le sonar. C'est Paul Langevin, 1918, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et ils s'étaient déjà aperçus à ce moment qu'en produisant qu'avec un sonar, on arrivait à tuer les poissons. Et donc, ça aboutit à un certain nombre d'applications techniques un peu plus tard. Pierre et Jacques Curie, c'est les transducteurs piézoélectriques. Et si on soumet un transducteur piézoélectrique à un courant alternatif, eh bien, on va produire un ultrason. C'est la même chose que ce que je suis en train de produire, mais à une fréquence 1 million de fois plus importante. Et les ultrasons, quand ils arrivent dans les tissus, ils vont provoquer des déplacements de particules et il en résulte des forces et des frottements. C'est exactement si vous frottiez vos mains l'une dans l'autre à 1 million de cycles par seconde. Vous brûlez les mains, eh bien c'est la même chose qui se passe dans les tissus soumis à des ultrasons. Les ultrasons focalisés, c'est la même chose, sinon qu'on va calculer, on va utiliser des cristaux piézoélectriques qu'on va installer dans un transducteur avec une focale donnée. Tout va converger en un seul point ou en une seule zone. Et à ce niveau-là, on va avoir un très très fort dépôt d'énergie, de la même manière que quand on utilise une loupe, on focalise les rayons du soleil sur une bougie ou sur une feuille de papier qu'on enflammerait. Donc très fort dépôt d'énergie grâce à la conformation du transducteur. L'application de ceci au foie, c'est excessivement simple. Un transducteur est capable de produire au niveau de son point focal, dans le foie, une zone de destruction qui est de la vraie nécrose, qui est réalisée excessivement rapidement, en quelques secondes, et qui mesure à peu près 2 mm de diamètre et 1 cm de longueur. C'est là que les problèmes commencent à se poser. Si on veut détruire une tumeur, il va falloir reconstruire un volume qui englobe la tumeur, et le plus souvent, le plus simplement, on va le matérialiser comme ça, par un déplacement du transducteur dans les différents plans de l'espace. Et c'est ainsi qu'on a développé depuis la première application clinique qui date de 1942, qui était une application en neurochirurgie, des applications dont on va vous parler. Je laisse de côté les applications majeures à l'heure actuelle qui sont celles du cancer de prostate, dont va vous parler Albert Gelet, et je vais vous parler principalement des applications au niveau hépatique, qui sont le fait principalement des équipes asiatiques. Et au jour d'aujourd'hui, à peu près 70 000 patients par an sont traités par destruction focalisée dans le monde. Alors, pourquoi des dispositifs actuels? Quels sont leurs principes? C'est une voie entièrement extracorporelle, non invasive, guidage, et le sujet a déjà été annoncé précédemment, préalablement par échographie, maintenant beaucoup par IRM. C'est une technique qui est excessivement rapide, je vous l'ai dit, donc très peu dépendante de la perfusion. Et on peut avoir un contrôle, aussi bien sur le plan fonctionnel, contrôle thermique, que sur le plan morphologique par l'IRM. Et je vous ai mis ces photos qui ne sont pas du tout des photos de mon équipe, mais les photos ici, pour ces deux-là, de l'équipe d'Hong Kong, qui travaille sur des patients qui sont en décubitus latéral droit. Le transducteur qui produit les ultrasons est ici, sous la table. Et puis ici, l'équipe anglaise qui travaille sur des patients qui sont en décubitus ventral, comme vous le voyez, et qui travaillent toutes les deux sur une machine qui a été produite en Chine. Il y a un certain nombre d'études qui ont été produites au jour d'aujourd'hui, une quinzaine, vous le voyez.
les principales, du moins les premières jusque dans les années 2011, étaient guidées par des ultrasons. Alors l'ultrason, c'est un avantage majeur, et ça a bien été dit précédemment, c'est que c'est très facile à utiliser et c'est très fiable. Le problème, c'est que ça, en matière de contrôle des HIFU, c'est rapidement un monde. Et puis les machines modernes qui contrôlent par IRM et dont les traitements sont faits sous IRM. Un certain nombre d'études prospectives à l'asiatique, donc c'est-à-dire qu'elles ont un certain nombre de limites, et ce sont principalement des études de sécurité et de faisabilité au jour d'aujourd'hui, et c'est de ça dont je vais vous parler, avec quelques résultats en termes de destruction, en termes de réponse tumorale, et quelques résultats en termes de survie. La première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est un traitement qui reste extrêmement long, et c'est lié à la genèse des ultrasons, comme je vous l'ai dit. On superpose des allumettes les unes à côté des autres pour détruire un volume complet. Et vous voyez qu'ici, dans l'équipe anglaise, qui est une des rares équipes à traiter par voie externe des métastases, 3 heures d'anesthésie générale, 2 heures de tir à HIFU, la machine est en fonction pendant 21 minutes. Ça reste quelque chose d'excessivement complexe. On intègre le volume à détruire sur l'IRM, et puis ensuite c'est un ordinateur qui va piloter les zones de destruction. Le deuxième point, c'est dire, est-ce que l'on obtient ce que l'on veut? Et là, on tombe dans des techniques qui sont celles de la radiologie, de la radiothérapie, de la dosimétrie. On a un volume cible, qui est la tumeur, on essaye de l'inclure dans un volume de destruction qui est le volume HIFU, et au jour d'aujourd'hui, on calcule la surface transversale estimée maximale dans la plupart des études, et on va essayer de comparer avec l'imagerie post-opératoire la surface réelle, mesurée. Et au jour d'aujourd'hui, on a une assez bonne corrélation pour des lésions de très petite taille, quand même. Vous voyez, c'est des lésions de 2,5 cm de diamètre, et ça vient aussi de l'équipe anglaise. Une assez bonne corrélation entre ce que l'on souhaitait faire et ce que l'on a réellement obtenu. Qu'en est-il des complications ? Les études asiatiques s'y sont beaucoup consacrées. Ici, l'équipe de Hong Kong, 100 patients porteurs de carcinome hépatocellulaire non résécables, traités par HIFU. Les complications principales, ce sont des brûlures du 3e degré, et vous voyez que c'est rare. Et en termes d'endoclavien, c'est-à-dire si on se replaçait dans un contexte chirurgical, vous voyez 4% de complications de grade 3. Il faut pas. Alors je vous ai mis cette photo, aussi choquante puisse-t-elle être. C'est un patient dont j'ai eu à discuter le dossier, un patient qui a été traité en Espagne. C'est simplement pour vous montrer la puissance que représente un tir HIFU à l'heure actuelle. Donc ça, ce sont des vraies brûlures du 3e degré au niveau cutané. Normalement, ça doit être exceptionnel. Vous voyez que c'est une photo qui a été prise en 2011. Et tout ça pour vous dire que c'est une technique qui nécessite une maîtrise qui reste excessivement compliquée. Qu'en est-il en termes de réponse tumorale? Là encore, des résultats qui viennent d'Asie, qui viennent d'une étude d'une équipe qui travaille en Corée du Sud. Qu'ont-ils fait? C'est une étude rétrospective. Ils comparent HIFU plus chémoembolisation versus chémoembolisation seule. C'est assez logique de travailler comme ça, puisque la référence pour un hépatocarcinome non résécable, au jour d'aujourd'hui, c'est une méthode de destruction locale, que ça soit une chémoembolisation ou une radiofréquence. On y reviendra un peu plus tard. Et vous voyez qu'en termes de contrôle tumoral, pour faire simple et vite, on obtient quelque chose qui est équivalent à ce qu'on obtient avec la chémoembolisation, 50% de contrôle tumoral. Quelques exemples qui ne sont pas les miens non plus, vous le savez maintenant, qui viennent de l'équipe anglaise, des lésions, voilà le type de lésions qu'on peut essayer de traiter, voilà le résultat qu'on obtient. Simplement pour vous dire une chose, c'est que c'est assez difficile, sur des critères récistes, d'évaluer la réponse à de telles lésions, et donc il faut prendre les chiffres que je vous ai donnés préalablement avec un tout petit peu de recul. Rapidement, qu'est-ce qu'on a comme résultat clinique en termes de survie à l'heure actuelle? J'ai pris cette étude qui vient là encore de l'équipe de Hong Kong, comparer HIFU et radiofréquence chez des patients qui étaient porteurs de carcinome hépatocellulaire de moins de 3 cm. Les groupes sont à peu près superfaisables, un peu plus grave dans le groupe HIFU, puisqu'il y a des child B. Un diamètre tumoral un peu plus petit et une hospitalisation, vous le voyez, qui en conséquence a été un peu plus limitée. Même résultat en termes de survie, aussi bien en termes de survie globale qu'en termes de survie sans récidive. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, une des principales, du moins une des utilisations qu'on voit naître en Asie pour les HIFU, c'est la préparation à la greffe, le bridge.
puisque finalement, on a une technique excessivement simple de contrôler des hépatocarcinomes en pré-greffe. Et donc, on voit de plus en plus, et je ne les ai pas repris, un certain nombre de séries petites sur de l'utilisation du HFU en pré-greffe. Voilà telle que la clinique est à l'heure actuelle. Il y a des problèmes qui restent sur le plan technique considérables. Un, parce que le foie, et on vous a très très bien montré ça sur toutes les séquences qu'on a vues préalablement, est un organe qui est mobile, c'est un organe qui se déforme. Deux, parce que vouloir traiter en externe, c'est bien beau, mais on a des obstacles considérables à l'accès au foie, en particulier le grille costal, mais également le poumon, puisque le poumon n'est pas le meilleur conducteur avec l'air qu'il contient pour des ultrasons focalisés. On a au niveau du foie, au niveau de la paroi, l'obstacle pulmonaire. Alors les Asiatiques réussissent à passer à travers ça puisqu'ils remplissent la plèvre de liquide. Donc on a du liquide. Effectivement, on va avoir une très bonne interposition et on va pouvoir laisser passer les ultrasons. Ils ont aussi proposé d'enlever les côtes, mais vous comprenez pour une technique qui est une technique extracorporelle, vous comprendrez que ça a des limites. Et donc finalement, on est limité par ça, par l'espace intercostal, 32 mm en moyenne. Et vous voyez que ça donne une vision sur le foie qui va être une vision un peu limitée. C'est le premier problème. C'est un problème considérable pour des focalisateurs, pour des transducteurs utilisés en externe, qui mesurent à peu près une vingtaine de centimètres de diamètre. Le deuxième problème, c'est celui-ci. C'est qu'un foie en position en 4D, eh bien, il bouge. Et que si on s'intéresse à ce qui se passe à travers un espace intercostal, comme je l'ai matérialisé ici, cette image que vous avez à un instant T, elle devient ça quelques dixièmes de seconde plus tard, ça quelques dixièmes de seconde plus tard, etc. Et donc finalement, on a la cible et en perpétuel mouvement. Il va falloir, si on veut aller plus loin, intégrer, comme ça se fait à l'heure actuelle en radiothérapie focalisée, donc c'est pas inaccessible, analyser les mouvements en temps réel et corriger la déformation en rapport avec les mouvements en temps réel, ce qui à mon avis, le travail des 5 ou 6 prochaines années. Alors rapidement, et c'est ma dernière partie, je voudrais revenir à quelque chose d'un peu plus agressif et de moins extracorporel, qui est le projet M-Focus que nous avons développé au Centre Lombérard, avec l'INSERM 1032, qui est une équipe INSERM dirigée par Chaplon, qui est excessivement spécialisée dans l'utilisation des ultrasons thérapeutiques, la société DAP Technomed et toutes les équipes du Centre Lombérard. Je voudrais en profiter pour remercier David Melo-Delima et Aurélien Dupré, que j'ai associé au titre de cette présentation, qui sont les instigateurs de beaucoup de ces travaux. On a développé une nouvelle conformation de transducteurs, c'est l'unité INSERM 1032 qui l'a fait, de très forte puissance, mais qui sont utilisables seulement en intraopératoire. Voilà ce que l'on a breveté, ce que l'on a développé, un transducteur de forme torique, avec en son centre une sonde d'échographie diagnostique. C'est protégé par 2 brevets sur la géométrie et sur les séquences d'activation. Il y a 8 secteurs qui sont activés les uns après les autres, comme vous le voyez ici. Sinon, je suis allé un peu plus vite que la réalité. Ça se passe en 40 secondes. Et en 40 secondes, on détruit 7 cm3 de foie. C'est-à-dire qu'on est à peu près 100 fois plus puissant que ce qui se fait en externe. On a développé une preuve de concept il y a 4 ou 5 ans chez le porc, des porcelettes de 35 kg qu'on a pu suivre sur une période de 30 jours. Vous voyez que on est sur du foie sain. On a ici donc la sonde avec la sonde d'échographie. Il faut une interface qui est de l'eau. La sonde est au contact du foie. On a un logiciel qui nous permet d'intégrer la zone que l'on va détruire. Et hop, 40 secondes plus tard, on a ça. On a une destruction de 7 cm3. On a prouvé sur ce modèle de foie sain que la destruction correspondait bien à de la nécrose, qu'elle était durable, qu'elle était fiable en dimension et qu'elle était durable dans le temps. Et surtout, on a prouvé ceci, c'est que, étant donné que ce sont des ultrasons, ils peuvent passer à travers n'importe quel milieu, et en particulier à travers les vaisseaux, sans les détruire. Et donc on peut faire des destructions d'excellente qualité au contact du confluent cavo-sus-hépatique. C'est un confluent cavo-sus-hépatique de porc, hein. On n'a pas encore fait ça chez l'homme. Et voilà le résultat qu'on obtient. La veine cave reste perméable. Les veines sus-hépatiques, qui sont des grosses veines, restent perméables. Les petites veines, par contre, sont détruites. Et voilà la lésion à HFU que l'on peut produire dans ces conditions-là. Ce qui, de notre point de vue, en intraopératoire, permet un nombre de développements extraordinaire. Alors on a évolué. Et la machine que je vous ai montrée, qui était la machine expérimentale, est maintenant devenue une machine clinique. Voilà ce que nous avons à disposition dans le bloc opératoire où je travaille, au Centre Lombérard. Une machine qui reste un peu rustique, hein, c'est un ordinateur, des générateurs d'AFU, des sondes qu'on a beaucoup améliorées. Celle-ci n'est pas notre dernière génération de sondes. Et puis ici, vous avez la sonde avec son ballonnet d'interposition, de manière à faire le couplage avec l'organe, qui là encore n'est plus du tout le même, puisqu'à l'heure actuelle, le ballonnet ne mesure plus que quelques millimètres d'épaisseur.
On a développé plusieurs études cliniques, dont une étude de phase 1 que je voudrais rapidement vous présenter. On a choisi volontairement de refaire chez l'homme, de reprouver chez l'homme ce qu'on avait fait chez le porc. Et donc, notre première étude de phase 1 a été de créer chez des patients qu'on opérait pour une hépatectomie droite à visée curative, prouver qu'on était capable de créer une lésion à IFU. 6 patients ont accepté d'entrer dans cette étude de phase 1 qui nous a permis de prouver l'efficacité, la tolérance et la sécurité du dispositif, ainsi que la fiabilité du contrôle en temps réel. Exactement la même chose que chez le modèle animal, mais on est sur un foie humain, au cours d'une hépatectomie droite, juste avant l'hépatectomie droite, on repère la zone que l'on va détruire, 40 secondes plus tard, du moins juste une seconde après le traitement, vous voyez qu'on voit parfaitement la zone détruite, et vous voyez qu'on peut particulièrement bien, quelques minutes après, l'objectiver en échographie péropératoire. On a prouvé, chez l'homme, sur cette étude de phase 1, que les mesures que l'on faisait en péropératoire étaient très fiables par rapport aux mesures qu'on faisait en post-opératoire en anatomopathologie. Ce qui a une incidence majeure, c'est qu'on a un système de guidage excessivement fiable en péropératoire qui nous permet de prévoir exactement ce que l'on obtiendra. On a développé, et c'est surtout l'INSERM 1032 et la société EDAP TMS qui l'ont fait, on a développé la sonde et on est actuellement capable d'obtenir des lésions de 7 à 50 cm3 de volume. C'est juste une modification des séquences d'activation de la sonde. Ça s'appelle de la modulation d'intensité. Et voilà ce qui se passe. On peut avoir en un peu moins de 3 minutes une lésion de 4 cm de diamètre et en un peu moins de 4 minutes une lésion de 5 cm de diamètre, ce qui nous permet parfaitement de traiter des métastases de 20 voire de 30 mm de diamètre. Et on est à l'heure actuelle en cours, et je vais en terminer avec ça, sur une étude de phase 2 où on veut prouver, et on utilise le même modèle, c'est-à-dire des patients qui sont opérés à visée curative pour des métastases hépatiques de cancer colorectaux. On veut prouver qu'on est capable de cibler la métastase avec précision et d'avoir des marges de sécurité. Voilà la première métastase qu'on a traitée. Alors c'était relativement simple, hein, mais c'est une petite métastase, 1 cm de diamètre, et c'est très facile de l'inclure. C'est un traitement qui a duré 40 secondes. On a dans cette série, on a modifié l'étude de phase 2 pour pouvoir inclure des patients qui ont une chirurgie hépatique en 2 temps, ce qui nous permet d'avoir des résultats histologiques, puisque au préalable, on n'avait pas de résultats histologiques humains et pas de résultats histologiques métastatiques. Et voilà le genre de lésion qu'on peut produire. Ça, c'est une lésion produite en 4 minutes. Plus de 6 cm de diamètre. La métastase, vous voyez, elle est ici. J'en conviens que c'est un petit peu lourd, mais c'est sur un foie qui devait être réséqué, hein, que les choses soient bien claires. Et donc, on peut, au jour d'aujourd'hui, utiliser des séquences de tir qui vont de 40 secondes à 10 minutes, et on obtient une nécrose complète de la zone traitée. On a quelques développements, et c'est mes ouvertures sur le futur. On peut très bien utiliser cette technique pour faire de la résection hépatique assistée par IFU, faire un trait de nécrose à l'intérieur du foie. Et on a un PHRC, une étude de phase 2 qui est en cours actuellement dans l'établissement. Et ceci est un des développements majeurs sur lequel je crois pour le futur, c'est le traitement des cancers du pancréas non résécables, puisqu'on peut tirer sur une tumeur qui envahirait l'artère mésentérique supérieure sans détruire l'artère mésentérique supérieure. Et on vient de terminer une étude expérimentale animale, et j'espère pouvoir prochainement proposer une étude de phase 1, voilà, pour prouver qu'on ne détruit pas complètement l'artère mésentérique supérieure. En conclusion, j'espère vous avoir convaincu sur le fait que les IFU ont une efficacité démontrée pour la destruction tumorale hépatique. Il y a de nombreux développements de dispositifs qui sont des dispositifs extracorporels avec un contrôle ARM qui constitue une voie majeure de développement et une utilisation majeure pour les carcinomes hépatocellulaires. C'est pour ça que l'Asie s'est beaucoup plongée dans le système. Il y a des limites qui sont encore majeures, l'obstacle costal, l'obstacle pulmonaire et la mobilité et la déformation du foie, ce qui justifie à mon avis encore, et pour longtemps je pense, l'utilisation de dispositifs IFU péropératoires, parce que ça permet d'avoir une puissance qui est quasiment illimitée, une rapidité de traitement qui est importante, et surtout un contrôle échographique en temps réel que peu de dispositifs offrent. Et c'est dans ce cadre-là, je pense qu'il va y avoir plein d'autres développements. Alors je vous ai parlé du pancréas, mais il y a un développement qui est majeur, parce que c'est un développement qui est à la fois interne et externe, c'est le cancer du sein. Je vous remercie de votre attention. Y a-t-il des questions? Moi, j'ai une remarque à vous faire qui se rapporte aussi à M. Ganji. Je trouve que vous délivrez des puissances thérapeutiques qui entraînent une destruction instantanée pour lesquelles vous avez besoin d'une grande immobilité et peut-être d'une non-circulation. Et je ne peux pas m'empêcher de penser au TAVI. Le TAVI, c'est le remplacement de la valve aortique par cathétérisme artériel.
Et au moment où on va poser la valve, les cardiologues arrêtent le cœur. Plus exactement, ils n'arrêtent pas les battements cardiaques, ils font une fibrillation ventriculaire qui arrête l'hémodynamique. Et donc à ce moment-là, la situation est stand-still, très calme, et on pose la valve, et après on arrête de faire fibriller et ça repart. Donc je pense que ça pourrait vous rendre service. Vous avez besoin de ça. Il y a une chose qui vous gêne encore, c'est la mobilité des vaisseaux, mobilité peut-être des mouvements cardiaques. Et ça peut être intéressant. Vous avez intérêt à vous rapprocher de votre cardiologue. Il va peut-être penser que je suis fou, mais bon, voilà. D'autres questions? Henri Bismuth. Les tumeurs, surtout les tumeurs primitives du foie, sont traversées par des vaisseaux, quelquefois de grosses artères. Qu'en est-il du tissu tumoral au contact de l'artère, si vous la respectez? Alors c'est un sujet important et c'est assez simple d'y répondre, puisque ça a été une de nos premières préoccupations au moment où on s'est consacré au développement des HIFU. Ce qui fait que le vaisseau n'est pas détruit, c'est le flux à l'intérieur du vaisseau. Par contre, jusqu'à la paroi, où on a normalement quelque chose qui est relativement immobile, on a une destruction qui est complète. Et c'est ce qu'on a pu prouver sur l'étude animale qu'on vient de terminer pour l'artère mésentérique et l'artère hépatique dans les destructions du pancréas. Donc c'est différent de la radiofréquence. Tout à fait. Parce qu'on a un effet qui est un effet immédiat. C'est-à-dire qu'au moment où le faisceau d'ultrasons arrive, on va avoir une élévation thermique qui est excessivement courte. Alors on va activer différentes sessions, mais qui est excessivement courte. Et donc on a une élévation à 80 degrés et hop, quelques secondes plus tard, c'est fini. Et donc finalement, on n'a pas cet effet de dilution qu'on a avec les autres techniques, que ce soit cryo ou que ce soit radiofréquence. Non, c'était pour demander, compte tenu des difficultés de l'abord extracorporel dans le cadre du foie, est-ce que vous envisagez de rechercher des instruments qui permettraient de faire par voie laparoscopique l'application au niveau du foie de cette technique, parce que c'est vrai que aboutir à une ouverture pariétale est un peu dommage. Et en urologie, on a la chance, c'est que le rectum et la prostate sont à côté, on a un abord direct, mais on pourrait imaginer, d'ailleurs pour d'autres organes, ça pourrait également s'envisager, d'apporter les ultrasons par le biais d'instruments qui passeraient dans des trocars de laparoscopie. Alors, il y a différents systèmes d'utilisation d'ultrasons que des ultrasons focalisés. C'est-à-dire qu'on peut avoir une sonde qui va travailler de manière sectorielle. Juste pour l'obstacle costal, c'est qu'un obstacle technique. C'est-à-dire que dans 5 ans, ça sera résolu. Au jour d'aujourd'hui, les neurochirurgiens, ils sont en train de développer des HIFU pour tirer à travers la boîte crânienne. Donc, on a une interface qui fait que les ultrasons ne sont plus en face de l'autre côté, mais ça n'est que de la mathématique et que de l'informatique. Donc dans 5 ans, le problème sera résolu. Et je pense que le développement des ultrasons focalisés dans le carcinome hépatocellulaire, ça prendra 5 ans, ça prendra peut-être 10 ans, je ne sais pas, mais ça va apparaître comme une évidence. Il restera néanmoins de la place pour la chirurgie. Je pense que les tumeurs du pancréas sont une belle voie de développement. Et les tumeurs du sein, alors quel que soit également, à mon avis, un très très beau développement. Merci beaucoup.